le chasseur d'abîmes qui glaça le Japon. En mai 1944, un silence étrange s'abattit sur les communications de la marine impériale japonaise. Peu à peu, l'écho familier des rapports radio disparut. Les sous-marins minutieusement placés par l'amiral Soemu Toyoda, ses yeux et ses oreilles déployés sur l'immense Pacifique, cessaient de répondre les uns après les autres. D'abord le RO 106, puis le RO 104, suivi rapidement du RO 116. En moins d'une semaine, 5 submersibles s'étaient volatilisés sans laisser de traces. Dans ce contexte alarmant, l'Euro 105 restait l'un des derniers espoirs de Toyoda pour tenter de tendre un piège à la flotte américaine, une pièce maîtresse de sa manœuvre désespérée. À Tokyo, le haut commandement reçut les nouvelles avec une inquiétude croissante. Les officiers comprirent rapidement qu'un événement inédit se déroulait. Un ennemi invisible traquait et détruisait méthodiquement leurs sous-marins. Une arme mystérieuse circulait dans l'océan, brandie par un navire américain dont la réputation ne tarderait pas à se propager comme une ombre menaçante. 3 ans auparavant, en décembre 1941, un jeune enseigne de vaisseau de la marine américaine avait fait ses premiers pas dans ce même conflit. John Charles England, tout juste arrivé à Hawaï après plusieurs mois de formation dans différents ports du continent, rejoignait son affectation à bord de l'USS Oklahoma, l'un des vénérables navires de la flotte américaine. Le matin du 7 décembre, il entra dans le compartiment radio du bâtiment, amarré à la fameuse Battleship Row de Pearl Harbor. Contrairement à son jeune officier, l'Oklahoma possédait déjà une longue carrière derrière elle. Mise en service durant la Première Guerre mondiale, elle avait escorté des convois alliés dans l'Atlantique et, plus tard, évacué d'innombrables civils américains lors de la guerre civile espagnole. Mais ce passé glorieux pesait peu dans l'aube paisible qui s'ouvrait à Oahu. Bientôt, à l'horizon, apparurent des silhouettes sombres sous le soleil naissant. Le ronronnement des moteurs d'avion se transforma en un rugissement inquiétant. Puis, dans un vacarme effroyable, une multitude d'appareils japonais déferla sur la rade, méticuleusement organisés pour semer la destruction. À 7h50, l'Oklahoma fut frappé par une première torpille. Dans le compartiment radio, John England tenta de garder son équilibre alors que l'acier vibrait et gémissait autour de lui. Les minutes suivantes furent un déchaînement. 3 nouvelles torpilles éventrèrent le navire qui se mit à se renverser violemment sur bâbord. L'ordre d'évacuer fut donné. Comme tous les autres, l'enseigne aurait pu se précipiter vers les ponts supérieurs pour sauver sa vie. Mais dans cette panique, England choisit différemment. À contre-courant, il s'enfonça plus profondément dans les couloirs déjà inondés. Derrière lui, plusieurs marins piégés attendaient encore un miracle. Il réussit 3 fois à tirer des camarades blessés ou hébétés vers la sortie, les repoussant vers l'air libre, refusant obstinément de céder à l'instinct de survie. La 4e fois, cependant, le destin décida autrement. Tandis que l'Oklahoma roulait sur le flanc, il disparut à l'intérieur. Quelques instants plus tard, le navire chavira presque complètement, ne laissant dépasser que sa quille. 429 marins périrent ce matin-là, parmi eux John C. England, à peine 20 ans. Le lendemain, le président Franklin D. Roosevelt prit la parole devant la nation. L'isolement si longtemps défendu n'était plus tenable. L'attaque de Pearl Harbor marquait un tournant brutal. Déjà meurtrie, l'Amérique se lançait désormais dans une guerre qu'elle ne pouvait plus ignorer. La mémoire du jeune England et de ses frères d'armes tombés ce matin de décembre deviendrait une part essentielle de cette mobilisation totale. Nous sommes en 1944. 3 années ont passé et le visage du conflit s'est transformé. La marine japonaise, jadis redoutable, se retrouve à bout de souffle. Elle fait désormais face à un adversaire dont la puissance industrielle et la capacité d'innovation dépassent largement ce qu'elle est en mesure d'opposer. Les chantiers américains sortent des porte-avions, des escadrons entiers d'avions modernes, accompagnés de jeunes pilotes entraînés avec un soin méthodique, bien plus vite que le Japon ne peut remplacer les siens. Mais malgré ces désavantages, Tokyo n'était pas prêt à se résoudre à la défaite. L'amiral Soemu Toyoda, commandant suprême de la flotte combinée, imagina alors un plan audacieux, l'opération Ago. Il s'agissait d'attirer la marine américaine dans une gigantesque bataille autour des îles Mariannes. Là, déployant ses dernières forces, la flotte mobile composée de porte-avions et épaulée par des centaines d'avions basés à terre, le Japon rêvait d'une victoire décisive, capable de briser l'élan américain. Mais derrière ce pari fou se cachait une faiblesse grave,
La capacité de reconnaissance nippone était désormais moribonde. Les Américains dominèrent les airs et, grâce à leurs cryptanalystes, interceptaient et décryptaient régulièrement les communications ennemies. Les Japonais, privés de renseignements fiables, se tournaient vers l'un des rares moyens restants pour surveiller l'océan, leurs sous-marins. Toyoda confia donc la mission à 7 submersibles de type Kō. Leur ordre, se déployer sur une ligne de 200 milles nautiques entre la Nouvelle-Guinée et les Carolines. Cette barrière, nommée ligne NA, devait servir de rideau d'alerte. Dès qu'il repérerait une flotte américaine, Toyoda donnerait le signal et tenterait son grand coup. Il ignorait qu'au même moment, les Américains, depuis la station de cryptanalyse de Pearl Harbor, avaient déjà percé ses intentions en interceptant ses instructions. Il savait où ses sous-marins patienteraient. Dès que l'information fut confirmée, les États-Unis agirent avec une rapidité glaciale. Depuis la baie de Purvis, l'escorte Division 39 mit le cap vers la zone. Cette unité, formée de 3 destroyers d'escorte de classe Buckley, l'USS George, l'USS Raby et l'USS England, reçut pour mission d'anéantir la ligne NA avant qu'elle ne serve. L'USS England, en particulier, n'était pas un navire comme les autres. Elle portait le nom du jeune officier disparu à Pearl Harbor. Et c'est sur ce bâtiment, 3 ans après sa mort, que l'histoire allait offrir une forme de revanche au sacrifice de John C. England. La traque commença par un premier contact inattendu. Le 19 mai 1944, l'USS England, accompagné du George et du Raby, reçut position d'un sous-marin aperçu par un avion allié au nord de Bougainville. Ce n'était pas encore l'un des petits submersibles de la ligne NA, mais un bâtiment plus imposant, l'I-16, vétéran de plusieurs batailles. Ironie du sort, des années plus tôt, ce même sous-marin avait participé à l'opération de Pearl Harbor en lançant l'un des mini-sous-marins envoyés pour s'infiltrer dans la rade avant l'attaque aérienne. Autrefois instrument de surprise, l'I-16 servait à présent au transport de vivres et munitions pour des garnisons japonaises isolées autour de la Papouasie. Mais avant de livrer sa précieuse cargaison, le chasseur américain était déjà en route. L'USS England fut le premier à établir le contact sonar. Immédiatement, le submersible ennemi tenta d'échapper à la traque, manœuvrant brusquement sous l'eau pour brouiller les détections. Chaque fois qu'England semblait prêt à lancer son attaque, l'I-16 changeait de cap, disparaissait un instant, puis réapparaissait plus loin. C'était un duel de patience et de sang-froid. Le commandant Walton B. Pendleton décida de frapper avec son arme la plus redoutable, le Hedgehog. Les salves se succédèrent, d'abord infructueuses. Le sous-marin, endurci par des années de combat, sembla sur le point d'échapper à son poursuivant. Mais en début d'après-midi, un 4e tir toucha sa cible. Une violente explosion souleva l'arrière du destroyer au point que les marins crurent avoir été eux-mêmes frappés par une torpille. Puis l'océan parla. Nappes d'huile, planches brisées, fragments d'équipement affleurèrent peu à peu à la surface. L'I-16 venait de sombrer, et l'USS England venait de graver sa première victoire. À peine ce duel conclu, une deuxième scène sanglante se jouait tout près. L'aviation américaine venait de couler le RAW 117, un submersible plus petit, de la série RAW 100. L'amiral William F. Halsey, convaincu que les Japonais n'opéraient pas seuls, ordonna à l'escorte Division 39 de poursuivre sa chasse plus à l'ouest. Ces RAW 100, surnommés sous-marins côtiers, n'étaient pas de grands navires d'expédition, mais ils représentaient un danger létal. Véloces, discrets, armés de torpilles de 530 mm, ils étaient conçus pour frapper vite et filer dans les profondeurs. Dans la nuit du 22 mai, les 3 destroyers approchaient de Manus Island. La mer était noire, le ciel couvert, le radar devenait leur unique allié. Vers 3h50 du matin, un écho faible se dessina à l'écran. Un contact en surface. Le USS George fonça, projecteur allumé. Au milieu des vagues, la silhouette d'un sous-marin. Le RAW 106, l'un des guetteurs de la ligne NA. Surpris, il commença aussitôt à plonger. Le premier tir de Hedgehog lancé par George échoua, sans explosion. Mais bientôt, England reprit le fil au sonar, ajusta son approche et lança à son tour une salve. Une fois encore, aucun bruit ne suivit. Le sous-marin, intrépide ou désespéré, fit le choix de revenir en direction des destroyers. Cette manœuvre donna à Pendleton une seconde chance. La 3e salve toucha. 3 détonations successives percèrent l'océan. Dans l'obscurité, une tache d'huile apparut, témoin du naufrage.
L'Euro 106 avait disparu, englouti avec son équipage. Certains diront plus tard que ces hommes, conscients de l'inéluctable, avaient sciemment sabordé leur bâtiment au lieu de se laisser capturer. Le lendemain matin, l'adrénaline n'était pas retombée que déjà l'escadrille renouait avec la traque. Le 23 mai, un avion américain signala la présence du Héros 104, situé à environ 250 milles de Kavieng. À 6h10, les radars du Rabi confirmèrent la détection. Les destroyers accélérèrent, mais le submersible plongea rapidement. Le Rabi tenta une première attaque au Hedgehog qui manqua sa cible. Le sous-marin riposta avec des contre-mesures, saturant l'eau de signaux acoustiques pour brouiller les sonars. Pourtant, cette ruse ne dura pas. Le USS England reprit le contact et, après une première tentative infructueuse, lança une nouvelle grêle de projectiles. Cette fois-ci, une douzaine d'entre eux percutèrent la coque. Une gigantesque explosion résonna sous les vagues. Pour s'assurer qu'aucun survivant ne reparte, Pendleton ordonna ensuite de lâcher 13 grenades sous-marines. Le bruit du métal broyé par l'eau fut la réponse finale. Bientôt, des débris dérivèrent à la surface. L'Euro 104 était annihilé. 3 sous-marins en 4 jours. Le bilan laissait les marins américains mi-reconnaissants, mi-incrédules. Chacun comprenait que l'USS England venait d'entrer dans une destinée hors du commun. Le 24 mai, la chasse reprit. Le USS George repéra un nouvel écho à seulement 7 milles nautiques, identifié comme l'Euro 116. Fidèle à la réputation de sa classe, celui-ci tenta immédiatement de filer en exécutant de brusques changements de cap. Mais England s'élança, rapide, cherchant à ne pas perdre la cible. Le premier tir échoua. Pendant des heures, les navires quadrillèrent à la zone, reprenant contact, perdant de nouveau la trace de l'intrus. À l'aube, enfin, l'océan livra sa réponse. Une nappe d'huile s'étendait en surface, accompagnée de morceaux d'acier tordus. L'Euro 116, mortellement touché, avait réussi à s'éloigner un instant avant de couler avec tout son équipage. À ce stade, l'USS England avait déjà 4 victoires à son actif. Mais la fatigue commençait à se faire sentir. Les équipages étaient à court de munitions, de carburant, et les Hedgehog, si efficaces, venaient presque à manquer. Pourtant, à peine à 100 milles nautiques de leur base de Manus Island, de nouveaux signaux surgissaient sur le radar. Cette fois, il s'agissait du RAW 108. Malgré l'épuisement et le danger, Pendleton ordonna à ses hommes de reprendre le combat. Le Rabi fut le premier à lancer une attaque, encore sans succès. England, fidèle à sa réputation, entra en piste. Ses projectiles frappèrent droit, libérant une série d'explosions souterraines retentissantes. Le matin suivant, une certitude régnait à bord. Un 5e sous-marin venait de rejoindre les abysses. En ces quelques jours de mai, la ligne NA, imaginée avec tant de soin par l'amiral Toyoda, se réduisait en poussière. Les marins américains savaient qu'ils avaient brisé l'un des derniers efforts organisés du Japon pour contrôler le Pacifique. Pourtant, la partie n'était pas terminée. Les communications interceptées laissèrent deviner qu'un ultime sous-marin, le Héros 505, traînait encore dans la région. Un nouveau duel allait commencer, celui qui transformerait définitivement la réputation de l'USS England en légende. La mer, devenue un vaste cimetière de métal, n'avait pas encore livré toutes ses victimes. L'escorte Division 39, bien que victorieuse et déjà saluée comme une unité redoutable, allait devoir affronter une ultime épreuve. L'Euro 505, dernier fantôme de la ligne NA, rôdait encore dans les parages. Pour l'amiral Toyoda, il représentait désormais sa seule chance de garder un œil sur l'avancée américaine. Pour les marins de l'USS England et ses compagnons, il allait devenir l'adversaire le plus obstiné de toute la campagne. Le 30 mai 1944, à l'aube, ce fut le destroyer USS Hazelwood, rattaché en renfort au groupe de chasse, qui capta le premier la silhouette du sous-marin. Une manœuvre rapide fut engagée et une volée de grenades sous-marines fut immédiatement lancée. Pourtant, l'Euro 105 échappa à la salve, plongeant et feignant sa destruction en libérant de l'huile et des débris factices. Troublés, les Américains hésitèrent. Le submersible réapparut au son, disparaissant ensuite dans le même mouvement. La traque allait durer plus longtemps que prévu. Pendant près de 30 heures consécutives, les destroyers se relayèrent, s'acharnant à repérer puis à frapper leur proie. Le George et le Rabi menèrent 16 attaques, chacune échouant à déclencher la moindre explosion confirmée. Le sous-marin japonais semblait insaisissable, filant dans les profondeurs, jouant avec les limites techniques des sonars américains.
Les équipages, épuisés, trempaient dans une tension permanente, les yeux rivés sur les écrans, les oreilles collées au casque du sonar. À plusieurs reprises, l'Euro 105 choisit l'audace plutôt que la fuite. Une fois, il surgit en surface au milieu même du dispositif allié, si bien placé que les destroyers George et Raby ne pouvaient ouvrir le feu sans se risquer à s'atteindre mutuellement. Ce genre de manœuvre relevait d'un mélange de chance et de bravoure désespérée. Mais à chaque nouvelle heure écoulée, la certitude grandissait du côté allié. Ce sous-marin ne pourrait tenir éternellement. Le danger, cependant, ne venait pas seulement de l'ennemi immergé. Des rapports faisaient état d'escadrilles japonaises prêtes à décoller pour tenter d'attaquer les navires chasseurs. Rester trop longtemps au même endroit exposait les destroyers aux bombardements aériens. Certains officiers proposèrent la retraite. Après tout, 5 sous-marins avaient déjà été détruits en 12 jours seulement. Un exploit sans équivalent. Mais Walton B. Pendleton, commandant de l'USS England, refusa d'abandonner cette dernière proie. Il demanda un ultime créneau pour tenter sa chance. Presque 30 heures jour et nuit à traquer la même épave vivante, et enfin, l'occasion se présenta. L'USS England reprit le contact sonar. Une trajectoire claire s'afficha. Les marins sur le pont étaient à bout de force, mais chacun connaissait son rôle. Pendleton donna l'ordre d'armer. Une série de Hedgehog jaillit vers l'avant. Quelques secondes de silence, terrible, suivi d'un double grondement sec. 2 projectiles avaient trouvé leur cible. L'océan se souleva, la coque du destroyer vibra, les hommes se turent un instant. Puis, lentement, des fragments affleurèrent, mêlés à une grande nappe d'huile. La proie n'était plus qu'un souvenir. L'Euro 105 venait de succomber. Dans un mélange d'épuisement et de triomphe, l'équipage comprit la portée de ce qu'il venait d'accomplir. 6 sous-marins japonais anéantis en 12 jours. De mémoire navale, jamais pareil exploit n'avait été égalé. Une plaisanterie circula sur la radio interne, rapportée par un officier. « Nom de Dieu, comment fais-tu, Pendleton ?» C'était autant de l'humour que de l'admiration. La destruction de la ligne NA eut des conséquences désastreuses pour le Japon. En quelques jours, l'amiral Toyoda se retrouva aveugle. Ces sous-marins, censés surveiller les approches stratégiques du Pacifique, étaient réduits à néant ou dispersés loin des zones cruciales. Les derniers, RO 109 et RO 112, reçurent l'ordre de fuir, reconnaissant qu'il n'y avait plus aucune utilité à sacrifier leurs équipages. Sans yeux, sans oreilles, sans repères fiables, la flotte japonaise s'engagea aveuglément dans ses prochaines batailles. Quelques semaines plus tard, en juin 1944, ce manque d'informations coûta cher. Lors de la grande bataille de la mer des Philippines, la flotte aéronavale nippone fut mise en pièces. Confiants d'affronter un adversaire mal préparé, les Japonais découvrirent trop tard la puissance des porte-avions américains, de leurs radars et de leurs escadrilles de chasseurs Hellcats. 350 avions japonais furent abattus en quelques heures, si vite que la bataille reçut plus tard le surnom cruel du tir au pigeon des Mariannes. Les rêves d'un coup décisif s'effondrèrent dans un carnage. L'USS England, navire portant le nom d'un jeune marin tombé à Pearl Harbor, avait été le fer de lance de cette série de victoires. 3 ans après la mort héroïque de John Charles England, les Japonais venaient de payer l'un des plus grands prix de la guerre sous-marine. La revanche, si l'on peut l'appeler ainsi, avait été totale. Après la chute du RO 105, la mer se referma dans un calme presque cérémoniel. L'escorte Division 39 demeura encore 2 semaines en patrouille, fouillant méthodiquement la région à la recherche de survivants de la ligne NA. Mais le réseau voulu par l'amiral Toyoda n'était plus qu'un souvenir. Les 2 derniers submersibles encore en état, RO 109 et RO 112, reçurent l'ordre de décamper, preuve que même à Tokyo, on comprenait désormais l'inutilité de maintenir une barrière déjà éventrée par les destroyers américains. Privée de cette vigie sous-marine, la flotte impériale avançait désormais à l'aveugle. Les mouvements de la marine américaine n'étaient pas plus anticipés, les réserves de carburant se consumaient en fausses pistes et des points stratégiques, ports, mouillages, îlots, se retrouvaient dégarnis au moment critique. L'opération Ago, censée tendre une embuscade magistrale, se désagrégea sous le poids des illusions et du manque d'informations fiables. En juin 1944, la sanction tomba sur la mer des Philippines. Les porte-avions japonais, réarmés à la hâte, imaginèrent surprendre une flotte américaine vulnérable.
Ils se heurtèrent à l'inverse à une machine de guerre rationalisée, saturée de radars, d'équipages expérimentés et de chasseurs F-6F Hellcat pilotés par des aviateurs aguerris. En quelques heures, environ 350 appareils nippons furent abattus, beaucoup avant même d'approcher la ligne des navires américains, un massacre que la postérité surnomma « le tir au pigeon des Mariannes ». Pour l'USS England, ce basculement avait une résonance intime. Ce navire, baptisé du nom d'un jeune officier mort à Pearl Harbor, venait de prendre une part décisive dans l'aveuglement stratégique de l'adversaire. 3 ans après la disparition de John C. England, l'exploit collectif de l'équipage agissait comme une forme de revanche, dont la solennité n'échappait à aucun marin à bord. Les distinctions suivirent. L'USS England reçut la Presidential Unit Citation, l'une des plus hautes citations collectives, et 10 étoiles de bataille pour l'ensemble de ses campagnes. Le commandant de l'époque, le lieutenant-commandeur Walton B. Pendleton, se vit attribuer la Navy Cross pour la destruction des 6 sous-marins ennemis en 12 jours, un record jamais égalé dans l'histoire de la lutte ASM par un seul navire. Peu après cette séquence inouïe, la vie du bord reprit un rythme plus routinier. Pendleton fut muté vers une autre division d'escorte en Alaska et l'England passa sous l'autorité de l'officier John Williamson. La mission changea de nature. Moins de traques sous-marines, plus d'escorte de convois et de sécurisation des liaisons logistiques, chaînon indispensable pour la progression américaine à travers le Pacifique central et occidental. Le travail était moins spectaculaire, mais fondamental, assurer la continuité des flux d'hommes, de munitions et de carburant vers les bases avancées. Le navire ne retrouva une atmosphère de combat intense qu'au printemps 1945. Le 9 mai, au large d'Okinawa, la menace ne venait plus des profondeurs, mais du ciel. 3 avions japonais en piqué s'abattirent soudain sur le secteur où croisait l'USS England. Les servants des pièces anti-aériennes réagirent avec une rapidité acquise au prix de mois de veille et d'entraînement. L'un des appareils fut touché et s'enflamma, tandis que des patrouilles aériennes américaines interceptaient les 2 autres et les envoyaient à la mer. L'ennemi abattu, cependant, n'avait pas dit son dernier mot. Malgré les flammes, son pilote maintint son appareil en l'air, piquant dans un dernier geste fanatique vers le flanc tribord de l'England. Le choc fut terrible, juste sous la passerelle, et la bombe qu'emportait l'avion explosa à l'impact. 37 marins y laissèrent la vie, 25 furent blessés. L'équipage lutta des heures durant contre l'incendie, parvenant finalement à sauver le bâtiment, mais au prix d'avaries lourdes. Ramené vers l'arrière pour des réparations provisoires, le navire prit ensuite la route des États-Unis, où il devait être remis en état complet. La fin de la guerre, toutefois, arriva plus vite que prévu. Dans un contexte budgétaire resserré d'après-victoire, les priorités se déplacèrent et l'USS England ne reprit jamais la mer. Il fut désarmé le 15 octobre 1945, à peine 2 années après son entrée en service, scellant le destin d'un navire qui avait marqué un sommet opérationnel fulgurant avant de disparaître presque aussitôt. Des années plus tard, l'héritage fut ravivé avec le baptême d'un nouveau bâtiment. Un croiseur lance-missiles de classe Leahy prit le nom d'USS England en 1963. Cette unité servit longuement, notamment au Vietnam, puis lors de la guerre du Golfe, prolongeant symboliquement l'histoire commencée par le destroyer d'escorte DE-635. Le nom retrouvait la mer, même si le monde, lui, avait changé de visage et de menace. Reste que la campagne de mai 1944 demeura inégalée. Les historiens de la marine, y compris au sein des institutions américaines, la décrivent encore comme l'une des opérations anti-sous-marines les plus brillantes jamais conduites par un seul navire, tant par la précision des détections que par la maîtrise tactique du Hedgehog, cette arme britannique qui permettait de garder le contact sonar jusqu'à l'impact et d'éliminer la zone d'ombre des attaques classiques à la grenade sous-marine. L'England démontra que la combinaison du renseignement électromagnétique, d'équipages entraînés et d'une doctrine d'emploi cohérente pouvait transformer un petit escorteur en cauchemar pour les sous-marins japonais. Au-delà des chiffres, reste une intuition simple, propre à ceux qui ont survécu aux tempêtes et aux combats. Cette réussite fut d'abord une affaire d'hommes. Des opérateurs sonars penchés sur leurs casques pendant des nuits entières, des timoniers ajustant au degré près des caps invisibles, des artificiers maniant des armes nouvelles, des officiers capables d'écarter la précipitation pour ne garder que la discipline du geste juste.
C'est ce mélange d'attention, de ténacité et d'intelligence collective qui fit basculer le sort d'une bataille cachée sous les vagues. Quand on évoque aujourd'hui l'USS England, on cite immanquablement ce record. 6 sous-marins coulés en 12 jours, un fait d'armes jamais répété, entré dans la légende de la guerre navale. À la nouvelle de l'exploit, le chef des opérations navales, l'amiral Ernest G. King, envoya un message demeuré célèbre. There'll always be an England in the United States Navy. Les historiens notent avec un sourire que cette prophétie n'était pas tout à fait exacte, mais le symbole, lui, survit. Un petit escorteur, né pour protéger d'autres navires, fut l'instrument d'une des plus éclatantes victoires de la lutte anti-sous-marine de la Seconde Guerre mondiale.